3, 2, 1... Et salut la team, comment ça va? Bon, aujourd'hui je tente un nouveau truc. Même si ce format n'avait pas été le plus vu, et c'est normal, parce qu'ici vous me suivez plus pour la NBA que pour le basket universitaire, j'avais obtenu plutôt de bons retours quand j'avais rempli mon bracket. Et ça m'a fait plaisir parce que ce jour-là, j'étais sorti de ma zone de confort, en faisant plus appel à mon naturel, à ma spontanéité, et visiblement vous aviez kiffé, ça m'avait vraiment touché. C'est vrai qu'en temps habituel, mes vidéos sont ultra scriptées, c'est mon truc, c'est comme ça que je fonctionne. Je passe du temps en off à faire un maximum de recherches et surtout j'écris tout à la virgule près avant de me lancer. Ça a de vrais avantages, comme celui de pouvoir faire des cuts, de ne jamais bégayer et de donner l'impression de ne pas faire de faute de français par exemple, ou très peu. Par contre, le revers de la médaille, je trouve, c'est que c'est moins de chill et que ça perd en naturel ou en spontanéité. Là, par exemple, pour ceux qui se demanderaient, j'ai mon Mac qui est posé juste là. Ce que je fais à chaque tournage, c'est que je décompose mon texte phrase par phrase. Et là, du coup, cette phrase, je la lis, je la retiens et je vous la ressors telle quelle face caméra. Bien sûr, tous ces temps faibles, je les cut et vous, il ne vous reste que ce que je trouve le mieux, car évidemment, je vais recommencer tant que je trouve que ma phrase n'est pas parfaite. Et même si au final ça donne quelque chose que je trouve propre et dont je suis plutôt satisfait, je me dis quand même que c'est peut-être une énorme perte de temps pour avoir l'air d'un robot sans émotion. Hello, Jimmy. Mais c'est comme ça que je fonctionne et je pense que je vais continuer parce que c'est comme ça que je suis à l'aise, mais c'est aussi comme ça que j'ai réuni une communauté si fantastique. Ce serait donc peut-être bête de tout changer du tout au tout, et peut-être que mon prochain achat ce sera un prompteur à mettre devant moi plutôt que d'être obligé de me pencher pour apprendre chaque phrase par cœur sur mon Mac. D'ailleurs je dis ça comme ça, mais si vous voulez participer à l'achat du prompteur, il y a aussi le compte Tipeee. Bref, du coup en tout cas je voulais tester un peu un autre principe qui je trouve se marie bien avec le jeu des pronostics. Constamment en DM, notamment sur Instagram, vous me demandez mes pronos pour tout et n'importe quoi. Et en vrai c'est quelque chose dont je ne suis pas fan, parce que vous me connaissez, moi tout ce que j'aborde j'aime pas le traiter à la va-vite. Mais c'est pas non plus quelque chose que j'aime analyser en vidéo, parce qu'on se base beaucoup sur du vent, c'est aléatoire et c'est impossible. T'auras beau taffer ton sujet autant que tu le peux, tu seras même pas sûr d'avoir 10% de vérité. Voilà pourquoi je me suis dit que ce serait pas mal de tester des pronostics en mode free flow. Vous me direz vraiment ce que vous en pensez parce que je ne suis pas hyper à l'aise avec ça, et c'est aussi la première fois que je vous propose ça en lien avec la NBA. Mais allons-y, c'est le jeu, je suis aussi là pour prendre des risques, des doubles risques même. Non seulement mes pronos pourraient être totalement éclatés, mais moi en plus de ça, je pourrais être totalement claqué au sol en mode free flow. Mais si jamais vous kiffez, s'il vous plaît, dites-le moi absolument, j'ai besoin que vous me le fassiez savoir. Sans vous sur YouTube, je ne suis rien, donc si les retours sont positifs, peut-être qu'on pourra continuer et créer officiellement une nouvelle playlist qu'on appellera Crystal Ball. Ça pourrait être cool d'inaugurer ça, mais si ça vous plaît pas, dites-le moi aussi, je la revendrai sur le bon coin, ma boule de cristal. Mais oui, pour parler sérieusement, j'ai vraiment besoin de vos retours, et j'ai une vraie raison pour ça. Plus ça va, plus le temps passe, et j'ai envie de m'essayer sur Twitch, mais je ne sais pas du tout si j'en suis capable, si j'ai les épaules pour ça. Alors du coup, même si l'exercice n'est pas tout à fait le même, je pense que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est plutôt un bon entraînement. Ça vous permettra vous aussi d'avoir un aperçu et de me juger. Et avec ça, on pourra savoir si vous êtes chaud avec l'idée que je me lance sur Twitch, et si vous m'en pensez capable. Donc je pense que vous avez capté, vos avis, vos conseils, j'en ai besoin. Mais bref, du coup on se lance, on perd pas plus de temps et aujourd'hui nos pronostics vont se baser sur les playoffs NBA. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ce sera l'occasion de rappeler comment fonctionne le play-in, parce que j'ai vu dans les commentaires que c'est flou encore pour certains d'entre vous. Alors c'est parti pour ce premier Crystal Ball officiel de toute l'histoire de ma chaîne où je vais vous dire qui je vois qualifié en playoff et pourquoi. Bon ben voilà, on est en mode configuration live, en mode free flow total, comme je disais, je sors de ma zone de confort là, il y a un peu de stress, mais c'est plutôt cool, je suis motivé à l'idée de vous proposer ça, donc je vous le rappelle, vous me ferez vos retours. J'espère que le casque convient, c'est la première fois que je le teste, j'espère que le micro ira bien. C'est en mode grand laboratoire là aujourd'hui. Donc s'il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont pas, comme je disais, j'ai aucune habitude de cet exercice. Donc vous me faites vos retours, j'en prendrai compte bien sûr, et puis ce sera l'occasion de voir si on continue ou non, ou si je suis trop claqué au sol et que ça vaut pas le coup. Mais promis, je vais essayer de faire de mon mieux. Et pour faire de mon mieux, comme je disais, on va remplir le bracket des playoffs 2021, comme je l'imagine, en fonction de comment la fin de saison va se dérouler. Pour ça, je vais me servir de plusieurs choses. Et la première que je vous affiche là, c'est ce qu'on appelle le SOS. Il y a pas mal de sites, en fait, vous le savez peut-être, qui aiment bien calculer le niveau du calendrier pour les matchs restants de chacune des équipes. Et donc, ça donne un pourcentage. Il faut savoir, par contre, que seul le bilan des équipes que les gars vont affronter, que les équipes en question vont affronter, sont prises en compte dans ce SOS, ce qui veut dire Strength of Schedule. La force du calendrier, je pense que c'est mieux en français.
Et donc ce pourcentage correspond seulement à ça. Je trouve que c'est intéressant, mais qu'il manque certaines choses, comme par exemple le nombre de matchs à domicile ou à l'extérieur, le nombre de back-to-back, la forme des équipes, l'état de santé, les blessures, etc., etc. Donc vraiment, ça va être un indicateur, mais moi je vais me servir de tout le reste, et puis de tout ce qu'on a déjà vu aussi, pour me faire un avis, et voilà, essayer de remplir un petit peu ce bracket comme j'aimerais le remplir. Donc voilà, ce bracket, on va directement basculer dessus, et on enchaîne sans transition, ça sert à rien de perdre trop de temps. On va commencer par la conférence Ouest aujourd'hui. Donc let's go. Et ça va être le Jazz sans grande surprise que je mets en numéro 1 au sommet de la conférence Ouest. Après, pas trop de surprises, je vais me justifier vite fait, comme je vais le faire pour chaque équipe, mais c'est clairement le meilleur bilan actuel. Ils ont une petite avance sur Phoenix déjà, qui est deuxième. C'est un collectif qui est super bien huilé, qui se connaît bien autour d'un Donovan Mitchell qui monte vraiment en puissance au fur et à mesure de la saison, je trouve. On a aussi un Rudy Gobert qui assure bien, donc vraiment toute l'équipe d'Utah est formée autour de ce duo, un attaquant, un défenseur en gros, avec un marionnettiste comme Quinn Snyder qui arrive à diriger tout ça de main de maître, un peu en mode génie, vraiment gros respect au taf qu'il fait, et puis plein de role-players de ouf qui ont tous un rôle qu'ils connaissent, je passe par Bojan Bogdanovic, par Joe Ingles, par Royce O'Neal, par Mike Conley, tous ces gars, par Jordan Clarkson qui sort du banc, tous ces gars franchement ça fait un collectif qui est très fort, qui se connaît depuis quelques années, qui me laisse penser que ça craquera pas, et ouais, je les vois premiers de la conférence Ouest. Je vais mater le calendrier vite fait, mais ça me fera pas changer d'avis, On voit qu'il va y avoir 2 déplacements à Los Angeles, mais dans la mesure où AD et LeBron ne seront sûrement pas revenus, ça devrait être qu'une formalité. Il y a ce déplacement à Phoenix aussi qui est compliqué. Après, il y a la réception de Denver, la réception de Portland. Enfin voilà, on va pas tout détailler un par un, mais ce calendrier, il est clairement accessible pour cette équipe du Jazz, moi je pense. Donc pas de doute, je les vois premiers. Maintenant, pour la place numéro 2, on va partir du côté de l'Arizona avec les Spurs. Non, pas les Spurs. Les Spurs dans l'Arizona, non. From Boston, Texas, comme diraient les fans de Top Chef, pour ceux qui ont la rêve. Bref, non, je vais mettre les Suns, bien entendu, en numéro 2. Numéro 2, les Suns. Moi, tout simplement parce que eux aussi, je les trouve bien installés à leur deuxième place actuellement. Ils font leur première saison victorieuse depuis 2014. Donc en 2014, c'est-à-dire plus de 50% saison victorieuse. Mais en 2014, ils n'avaient pas fait les playoffs. Cette année, je pense que ils vont pas y couper. Il y a une grosse dynamique dans cette team autour d'un duo Booker-Paul qui est quand même qui est excellent, j'en avais parlé dans la vidéo que j'ai sortie il y a quelques temps sur Booker. Ce duo c'est clairement lui qui porte l'équipe. J'aime beaucoup comment ils sont complémentaires, j'aime beaucoup comment ils jouent ensemble. Je trouve que c'est abusé de mettre le crédit que sur le dos de Paul ou que sur le dos de Booker, c'est vraiment un duo, et autour d'eux, encore une fois, c'est ce que j'aime bien, alors pas comme à Utah, mais quand même, il y a des role-players qui sont très forts. Il y a du Dario Saric, du Michael Bridges qui a fait d'immenses progrès, notamment en défense, respect à lui aussi, il est très fort. Il y a du Cameron Johnson, il y a un pivot qui est talentueux, même s'il est encore en développement et que j'aimerais qu'il progresse en défense, c'est DeAndre Ayton. Non, franchement, il y a du monde, et voilà, je pense pas qu'ils rattraperont Utah, mais cette deuxième place, elle me semble bien. On va regarder le calendrier un peu, et ouais, bon, ils vont avoir quand même un passage un peu difficile. C'est pour ça qu'à mon avis, ils rattraperont pas le Jazz. Là, ce road trip Milwaukee, Philadelphie, Boston, Brooklyn, New York, ça va jouer, sachant qu'ensuite, ça enchaîne avec la réception des Clippers et du Jazz. Là, cette série, elle va être dure à envisager pour les Suns. Ça peut être un peu la clé de leur réussite. Mais bon, à mon avis, ce sera pas tout nul ou tout bon. Ce sera un peu du 50-50. Voilà pourquoi, je pense que ça va rester en deuxième. Ça rattrapera pas Utah. Ça se fera pas rattraper par la suite. Phoenix en 2, ça me semble très bien. Donc on enchaîne avec le numéro 3 maintenant, que je vais donner aux Los Angeles, mais pas les Lakers, désolé, je sais qu'il y a beaucoup de fans des Lakers, mais je vais le donner aux Clippers. Et ouais, aussi pas non plus une grande surprise. Je trouve qu'ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont obtenu de belles wins dernièrement contre des équipes qui sont référencées. Maintenant, il y a quelques inquiétudes au niveau de l'effectif. Il y a la blessure de Pat Beverley qui peut être inquiétante, et sachant qu'il peut manquer du temps encore. Il y a Ibaka qui actuellement a des douleurs au dos, il me semble, qui est aussi absent. Et en fait, ça a été un peu le souci de ces Clippers depuis le début de la saison, le nombre d'absences, le nombre de pépins physiques. Mais mine de rien, c'est toujours là, ça gagne, donc ça suffit pas pour squatter
squatter le sommet de la conférence Ouest, mais ça suffit pour encore être 3ème, avoir un bon seed en playoff et toujours faire partie des favoris. Donc pour moi, ouais, jusque-là, ça a roulé. Il n'y a pas trop de raison que ça s'arrête de rouler. Même s'il y a des blessures, ça montre que ça arrive à les surpasser, à aller plus loin. Et je pense en gros que tant que le duo Paul George-Kawhi sera en bonne santé, au moins un des deux presque en bonne santé, ça devrait gagner un minimum de matchs. Au niveau du calendrier, non, là on est sur les Suns, pardon. Au niveau du calendrier des Clippers, ouais, en plus de ça, il est plutôt accessible, je trouve. Hein. Il y a des gros déplacements quand même, Philadelphie, Portland, Phoenix. Il y a la réception de Denver, la réception des Lakers, qui là, du coup, seront peut-être en bonne santé. Il y a quelques gros matchs, mais pas suffisamment pour chuter dans les classements. Et je pense pour conserver cette place 3. Hein. Comme je disais, place 1, 2, 3, pour moi, il n'y a pas trop de surprises à l'ouest. Ça reste comme ça. Et place numéro 4, je suis toujours désolé hein, pour tous les fans des Lakers, mais ce n'est toujours pas là que je les mets. Cette place numéro 4, je la file aux Nuggets. Bon, les Nuggets, j'avoue, je suis un peu partagé. Bon, on va centrer comme ça ira bien. Les Nuggets, je suis un peu partagé dans la mesure où est-ce que j'étais hypé après la deadline, après l'arrivée de Aaron Gordon. C'était un truc de malade, hein. Ils gagnaient tout, ils ont enchaîné 6 ou 7 wins. Sauf que depuis, là on est mardi au moment où je tourne, depuis il y a eu gros choc face aux Celtics quand ils ont encaissé un gros run et qu'ils ont finalement perdu. Il y a eu défaite hier soir face aux Warriors avec un Stephen Curry qui était bouillant. Et finalement ils sont pas aussi intouchables que ce que je pensais avec cette arrivée de Gordon. Même si j'étais persuadé qu'ils allaient monter en puissance au fur et à mesure de la saison, ils le font, mais il y a encore des choses à travailler et c'est bien normal hein, de toute façon. Par contre, voilà, pour revenir à Aaron Gordon, je trouve que c'est vraiment un mec qui va être utilisé de la bonne façon, qui peut apporter pas mal de choses. J'aimais pas trop la façon dont il était utilisé à Orlando avec les absences, on lui demandait de créer beaucoup pour les autres. Je trouve qu'il a pas la science du jeu suffisante pour faire de bonnes passes, il perdait beaucoup de ballons. Donc voilà, à Denver, on va pas lui demander ça. On va lui demander de faire des écrans, de faire des cuts, de jouer off the ball, d'utiliser ses qualités athlétiques, de défendre un minimum, d'écarter le jeu même de temps en temps. Tout ça, il est tout à fait capable de le faire. Et je pense que c'est un bon fit à Denver. Maintenant, le souci, c'est... vous avez sûrement vu les images. Jamal Murray, qui a déjà eu pas mal de pépins physiques cette saison, il a l'air de s'être fait méchamment le genou. Forcément il va manquer maintenant, voilà, en tant qu'il y a Jokic, à mon avis, ça fera le minimum à Denver, ça gardera cette 4ème place. On va regarder vite fait le calendrier des Nuggets, qui dit, qui est assez accessible, hein. Voilà, pareil, un déplacement à Portland, les deux équipes de Los Angeles, Utah, Brooklyn. Bon, il y a quand même des gros matchs, hein, ça finit par Portland, il y a quand même des gros matchs, mais ils vont pas tout perdre dans ces gros matchs, il y a aussi pas mal de matchs accessibles. Ouais, je donne l'avantage du terrain à ces Nuggets, c'est définitif. Place 5 maintenant, allez, on enchaîne, je file ça aux Lakers. Ouais, je perds déjà vachement plus de temps que ce que je pensais. Ça va vite hein, le temps en live, mine de rien, je parle plus que ce que j'imaginais. Je vais essayer de faire vite, hein, d'être efficace toujours pour pas vous ennuyer. Vous me direz ce que vous pensez de ce format de toute façon. Les Lakers, forcément on s'inquiète avec LeBron et AD qui manquent à l'appel. On sait pas trop quand ils vont revenir, même si on vient d'avoir des nouvelles qui sont assez positives, avec AD qui devrait revenir d'ici une semaine, 10 jours. LeBron prendra un peu plus de temps, mais devrait pas trop tarder non plus. Mais c'est quand même incertain, on n'a pas de date exacte, on sait que les rechutes peuvent arriver. Donc pour l'instant, c'est le flou total, surtout que malgré des belles wins, comme ce fut le cas face aux Nets notamment, où l'équipe s'est vraiment soudée, et je pense que ça a servi de victoire référence un peu, chez ces joueurs qui s'entendent bien, hein. Il y a des gars, enfin Schroeder, Drummond, il reste pas non plus n'importe qui chez ces Lakers, mais il reste pas non plus assez pour remonter dans les classements. Donc pareil, ça va se maintenir autour de la place 5 à mon avis. Peut-être qu'il y aura un bon run en fin de saison, on va regarder leur calendrier aussi. Je pense qu'ils vont pas trop couler. Et s'ils coulent un peu, je me dis qu'avec LeBron et AD en fin de saison, ça peut faire un bon run pour essayer de maintenir cette 5ème place. Là, on voit qu'il y a quand même un enchaînement de matchs assez difficile, hein. Phoenix, Portland, Clippers, Nuggets, 2 réceptions d'Utah, sûrement sans les... on le voyait tout à l'heure, hein, sûrement sans les cadres encore. Voilà, ouais, place 5, dur de remonter, mais trop quand même profond comme effectif pour trop chuter dans les classements. Place numéro 6. Là, je vais la donner... Alors même s'il reste sur 2 défaites de suite, une face aux Spurs et une face aux Sixers, je vais la donner à Dallas. Parce que juste avant ces défaites, je trouvais qu'ils étaient dans une forme phénoménale. Il me semble qu'ils avaient gagné
Alors maintenant la stat est plus actuelle, mais il me semble qu'ils avaient gagné 15 de leurs 20 derniers matchs. Maintenant du coup ça doit être 15 des 29, 15 des 22. Mais je trouve qu'en fait cette team, hein, vu que j'ai vu le match en direct là cette nuit, dans la nuit de lundi à mardi, c'est pour ça aussi les cernes. Je trouve qu'elle joue de mieux en mieux ensemble. Porzingis semble vraiment retrouver sa forme peu à peu. Je trouvais que depuis qu'il était à Dallas, entre les pépins physiques, entre le niveau qui était sur le terrain, j'étais assez déçu de son arrivée. Là je le trouve bon. Je le trouve bon, il fait ce qu'il sait faire, il retrouve un petit peu le profil de licorne qu'on aime tant. Je trouve qu'il se trouve de mieux en mieux aussi avec Luka Doncic. C'est bizarre hein, parce que les deux, on a l'impression qu'ils s'entendent pas vraiment sur le terrain, ils communiquent pas non plus énormément je trouve, mais ça se trouve quand même de plus en plus. Donc ça c'est positif, puis il paraît qu'ils sont potes en dehors, donc tant mieux, mais voilà, quoi qu'il en soit, je trouve que cette attaque de Dallas, autour de ces deux Européens, elle a un flow incroyable en ce moment. Le problème, c'est quand même la défense, notamment dans les moments clutch. Dallas a du mal à finir les matchs, mais avec cette attaque, cette progression constante, je pense qu'ils peuvent éviter le play-in et glaner cette place 6. On va regarder leur calendrier. Je ne vous ferai pas l'affront de reprononcer Skidoo. Skidoo, j'aime beaucoup ce mot. 2 réceptions des Lakers, on en parlait tout à l'heure. Oh, ils ont un calendrier quand même qui est assez accessible, hein, je trouve. Donc ouais, ça me confirme vraiment cette idée de 6ème place, où ça évite le play-in, ça va profiter de la bonne dynamique. Et voilà, ça peut faire entre 50 et 55% de victoire sur la fin de saison. Et je pense que ce sera suffisant pour accrocher ce spot. Allez, on enchaîne du coup avec la place numéro 7. Donc là, on va passer au play-in. Le play-in tournament, je vous l'expliquerai quand on aura tout rempli tout à l'heure, un peu comment ça fonctionne, un peu en mode révision d'ailleurs, parce que je sais, je l'ai vu dans les commentaires, tout le monde ne maîtrise pas forcément le fonctionnement de ce play-in tournament. Donc voilà, il faut savoir que les équipes de chaque conférence classées de la place 7 à la place 10 auront une chance d'aller en play-off en passant par ce tournoi play-in. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par remplir ce play-in, et l'équipe que je mets en numéro 7 à l'ouest, ce sont les Blazers. Oh, je vais avoir un souci de place là, je pense, pour les logos. Mais c'est pas grave, on est là, on est en mode laboratoire, on l'a dit. Les Blazers, ouais, je les mets juste après. Je voyais bien Dallas rattraper Portland. Et aussi, je pense que j'avais envie de voir Portland au play-in. Parce que les matchs de play-in, c'est quand même des matchs couperés, des matchs à élimination directe. Et voir Damian Lillard dans ce contexte, moi, j'avoue, ça me fait kiffer. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'avais envie de... J'hésitais, je crois, entre la 6ème et la 7ème place, entre Portland et Dallas. Et je l'ai filé à Portland, parce que pour Lillard, hein, et pour ces matchs couperés, ce sera un régal. Maintenant, voilà. Lillard, je trouve qu'il a porté sa team pendant 2 mois. Il a été énorme, il a été phénoménal, il a été fantastique, tout ce que vous voulez. Maintenant, je trouve qu'il y a un petit coup de mou. Et normal, hein, il doit être fatigué après avoir tout fait de A à Z du sol au plancher pendant si longtemps. Il a un coup de mou, un petit coup de fatigue là depuis début avril. Maintenant que la qualification en playoff est quasiment actée, alors bon, sauf catastrophe, mais normalement elle sera actée. Maintenant que CJ McCollum est revenu, maintenant qu'il y a un Norman Powell aussi qui est arrivé, qui fait beaucoup de choses, il a levé le pied un peu Lillard, et c'est pas plus mal qu'il se repose un peu avant les playoffs. Mais du coup, je ne vois pas non plus cette équipe de Portland gagner énormément de matchs, malgré un trio, enfin voilà, je vais parler que de ce trio, mais il y a aussi Carmelo Anthony, mais enfin voilà, il y a encore du monde, mais j'aime bien le trio Lillard, McCollum, Norman Powell, qui offensivement apporte énormément de choses. Un peu comme Dallas, le problème de Portland c'est la défense, avec un Robert Covington qui fait un peu tout seul. J'aime bien le fait que Nurkic soit revenu aussi. Voilà, je les vois lever le pied pour cette fin de saison, histoire de faire en sorte que tout le monde soit en bonne santé et finir 7ème. Donc on va voir leur calendrier. Calendrier en français, c'est bien. Calendrier qui est plutôt accessible. Déplacement à Brooklyn qui peut piquer. Les réceptions des Clippers et des Nuggets. Les réceptions des Lakers. Déplacement à Utah, à Phoenix. Ouh là, ça finit dur. Utah, Phoenix, Denver. Et voilà. Ça me confirme cette fin de saison. À moins que les équipes fassent du load management et acter leur place et il n'y ait plus personne. Ça peut être une façon pour Portland de revenir à la place 6. Mais si ces équipes sont au complet, ça va être dur de finir sur une bonne note avec ces 3 matchs-là. Et ça me confirme un peu leur 7ème place que je leur file. On enchaîne maintenant avec les 8e de la conférence Ouest que je vais donner aux Oursons. Donc les Grizzlies vont se situer, je les mets un peu en hauteur pour pas ça chevauche. Les Grizzlies, je les mets là.
Vraiment, en fait, c'est une team qui m'épate à fond depuis le All-Star Break. Et curieusement, eh ben, je trouve pas que ce soit Ja Morant le meilleur joueur de cette team. J'ai l'impression que c'est Jonas Valanciunas. Qu'est-ce qu'il est fort! Il est capable je sais pas, il doit sortir un truc genre 18 points, 15 rebonds depuis le All-Star Break. Il peut sortir des perfs à 30-20, il tire à 60%. Enfin, je trouve que c'est un des pivots les plus sous-cotés de la ligue, qui est d'une puissance dans la raquette. Moi, je le trouve énorme. Franchement, je le trouve énorme et je trouve qu'il est bien responsable aussi des succès des Grizzlies. Et au final, quand on regarde un peu la partie du tableau qui se situe entre la 6e et la 12e place, disons, dans la conférence Ouest, je trouve que les Grizzlies font partie d'une de ces teams qui ont les meilleures formes actuelles. Je vais aller voir leur calendrier, mais les Grizzlies, ils sont là. Franchement, ok, hein, ça va être dur, il y a les 2 matchs à Portland. Peut-être, mais le reste, non, le reste, ouais, ça me semble très accessible pour eux. Bon, il y a 3 fois Portland, il y a Denver aussi. Non, il y a quand même des gros matchs, mais ça me semble accessible pour eux au vu de la forme dont ils font preuve. Donc, allez, Grizzlies en 8, ça valide. On va pas perdre plus de temps là-dessus, je vais pas me justifier 2 heures. De toute façon, ce sont des pronostics, et les pronostics, ça se fait aussi beaucoup au feeling. Et mon feeling, c'est de voir les Warriors en numéro 9. On va diminuer un petit peu la taille de ce logo. Hop là, comme ça il rentrera mieux. Voilà, les Warriors en 9. Les Warriors en 9 parce que c'est compliqué. Hein. On s'attendait un peu à une saison revival après toutes les blessures à Golden State. Sauf que on a Clay qui s'est fait le tendon d'Achille. On a Wiseman qui vient de se blesser jusqu'au bout de la saison. C'est toujours compliqué, hein, même si Wiseman c'est qu'un rookie, c'est quand même embêtant parce qu'il faisait une saison très très correcte. Et j'ai l'impression que il y a une galère de fou à Golden State. Stephen Curry a beau tout donner. C'est compliqué. Kelly Oubre a fait un début de saison catastrophique. On a un Wiggins qui est sur cours alternatif. Hein, moi, je veux pas être aussi sévère que certains parce que eux attendent que ce soit un franchise player. Mais en tant que seconde option, je le trouve pas mal, même si j'aimerais qu'il soit plus constant. Mais la conclusion de tout ça, c'est de me dire que Stephen Curry est encore très esselé. Il a un Draymond Green qui peut l'aider, hein, et au contraire, hein, qui l'aide beaucoup à la création, au playmaking, mais qui sera pas là pour mettre des points. Et on voit ça, de toute façon Curry il enchaîne carton sur carton, mais les Warriors gagnent pas forcément trop de matchs, et voilà, ça manquera quand même pas le play-in. Je trouve que ça manque d'alchimie, je trouve que ça va être un peu dur à trouver. On va voir en fonction de leur calendrier. Ah mince, j'ai supprimé ça, on va réouvrir, je suis désolé pour le petit contretemps. On est bien chez les Warriors là ? Ouais, on est bien chez les Warriors. Ok, pardon, autant pour moi pour cette petite interruption. Leur calendrier, il y a Philadelphie à l'extérieur, il y a du Dallas à domicile. Leur calendrier est accessible. Bon, Utah, Phoenix, New Orleans, Memphis, quand même ça finit dur. Mais leur calendrier est accessible maintenant, je sais pas, 2 fois les Pels. En fait, il y a quand même plein de matchs pièges dans leur calendrier. Et j'ai l'impression que ces matchs pièges cette année, c'est quand même pas la spécialité de Golden State. Voilà, pour ces raisons, je les laisse là. En numéro 9, ça me paraît très bien. Et enfin, en number 10, numéro 10, cette fois-ci, on va vraiment dans le Texas avec les Spurs de San Antonio. Ouais, je me suis un peu trompé dans le langage tout à l'heure. Donc ouais, c'est bien ce que je disais, les Suns sont en 2 et les Spurs en 10. Les Spurs en 10, qu'est-ce que cette équipe m'a fait kiffer en début de saison. Je les ai trouvés d'une propreté. Enfin, je pensais pas du tout, hein. Je m'étais dit c'est une saison de reconstruction où ça va pas faire les playoffs, on est là juste pour profiter du paysage et former les jeunes. Et en fait, waouh, je voudrais tirer mon chapeau à DeMar DeRozan et à Rudy Gay qui ont joué les vétérans formateurs, rassembleurs dans cette équipe très jeune, où Keldon Johnson a fait d'immenses progrès. Non, vraiment bravo à Pop, bravo à tout son staff, franchement, ils ont fait du pur boulot. Je me dis que l'objectif numéro 1, de toute façon, c'était de développer les jeunes, quoi qu'il arrive, sauf que Pop, il est pas dans cette mentalité de tanking. On voit que Becky Hammon aussi prend des responsabilités. Il est pas dans cette responsabilité de tanking. Le but, c'est pour former les jeunes, il leur faut des wins, un maximum de wins. Donc si on peut jouer les playoffs, on va jouer notre carte jusqu'au bout. Et c'est ce qu'ils font. Je trouve que malgré des difficultés, malgré ils ont été très très touchés par le virus à un moment donné, et là ça a été un peu compliqué pour eux, ils ont commencé un peu à chuter. Sauf qu'ils sont là. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils vont rester, hein, malgré des complications à la suite du All-Star Break. Je pense qu'ils vont se qualifier dans les 10, j'ai envie. Ça veut dire que la Nouvelle-Orléans va se faire coiffer sur le poteau par les Spurs. Mais c'est comme ça. Est-ce qu'ils se jouent, tiens, les Spurs et les Pelicans? Ils se jouent une fois. Ce match peut être très important. Je pense que je le manquerai pas, personnellement.
Après, ouais, les Spurs ont quand même un calendrier compliqué. Allez, ouais, ça donne presque envie de mettre les Pels, hein, mais je vais rester sur mes Spurs parce qu'il y a trop, je sais pas, un fond de jeu que je ne retrouve pas chez les Pels. Les Pels ont beaucoup plus de talent individuel, c'est indéniable, avec Ingram, avec Williamson qui monte en puissance de ouf, mais je sais pas, il y a Pop à San Antonio qui fait jouer ces gars ensemble plus que Stan Van Gundy le fait à Nola. Donc voilà, on est bon pour la conférence Ouest. On a nos 10, et avant de passer au play-in tout à l'heure, on passe maintenant à la conférence Est. Et en numéro 1, pas de surprise, à mon plus grand désespoir, ça maintenant c'est enregistré, tout le monde le saura, mais ce sont bien les Nets que je mets en numéro 1. RIP mes Sixers. Ce sont bien les Nets, pourtant qu'est-ce que c'est les montagnes russes, leur saison un peu. Là, il y a KD qui est de retour, et qui est plutôt bon d'ailleurs depuis son retour, mais il y a Harden qui vient de se blesser. Au final, ce Big 3, je crois qu'ils ont joué que 7 matchs ensemble depuis le début de la saison, c'est pas des masses. Le Big 5, si on rajoute à Harden, à Durant et à Irving, si on rajoute à Aldridge et Blake Griffin, pour l'instant ils ont 0 match ensemble. L'alchimie, ça va être dur à trouver, donc je pense que, un peu comme moi aujourd'hui, hein, toute cette fin de saison, pour Steve Nash, elle va être utilisée comme un laboratoire, comme une grande période de test. On va essayer de faire les réglages, et pour mieux faire les réglages, de toute façon, il va falloir tester des choses, et pour tester des choses, le mieux, c'est d'essayer de jouer chaque match à fond, comme si on voulait les gagner. Donc, puis ce qu'on voit, c'est que malgré le choc qu'il y a eu contre les Lakers là, il y a quelques jours, mais on peut la pardonner, hein, sans Harden et avec un Kyrie qui a été exclu, sans ce choc-là, mine de rien, ils lâchent que peu de matchs, hein, ils sont présents, ils ont confiance en eux, en leur talent individuel. Et je pense que même sans cette alchimie qui va être nécessaire en playoff, mais en tout cas sur cette fin de saison régulière, le talent individuel suffira pour finir au-devant les Sixers. Je regarde leur calendrier, ouais. Déjà, dès ce soir, demain soir, mais pour vous, ce sera ce soir, vu que la vidéo sort le mercredi, on va avoir un Philadelphie-Brooklyn à Philadelphie, que j'attends avec impatience. Ça peut permettre de voir qui prendra le dessus sur l'autre. Après, Philadelphie n'a pas grand chose à gagner dans ce match, parce que s'ils battent des Nets décimés, ce sera normal, entre guillemets, vu qu'ils sont premiers à l'Est. Pourquoi je fais des guillemets, moi? Et s'ils perdent, ils perdront. Ils ont pas grand chose à gagner, quoi. S'ils perdent, ça voudra dire que les Nets, ils vont sûrement confirmer leur première place. En tout cas, voilà, ils ont quand même Miami, ils ont des matchs pas forcément faciles, mais 2 fois Milwaukee. Mais ils sont présents ces Nets, donc trop peu d'erreurs pour eux, le lapsus révélateur, trop peu d'erreurs, je pense qu'ils vont définitivement dépasser les Sixers et finir en numéro 1 à l'Est. Et du coup, vous l'avez compris, en numéro 2, pas de suspense, je mets les Sixers que j'ai juste évoqué juste avant, comme je disais, on attend vraiment le match contre les Nets de ce soir. Pour l'instant, il y a un partout entre les deux équipes, donc il y a quand même un certain honneur à gagner ce match. Par contre, ouais, la différence, c'est que les Sixers, eux, contrairement à George Hill, ils sont au complet. Il y a un Embiid qui revient en forme, même si je le trouve pas tout à fait au niveau où il était avant ces 3 semaines d'absence, là, dû à son genou. N'empêche qu'il revient peu à peu en forme. Il tient aussi à être candidat parmi les prétendants au MVP, je pense. Donc, il recommence peu à peu à faire des chantiers, ça c'est positif. Non, franchement, cette équipe, elle roule. Je la sens. Après, voilà, je sens peut-être un peu Ben Simmons fatigué depuis le All-Star break, même si je trouve toujours qu'il est très sous-coté et qu'en défense, il a un niveau affolant. Voilà, cette équipe des Sixers, peut-être qu'elle était pas en sur-régime, mais au max ou pas loin de ses possibilités, et avec ces Nets qui montent en puissance, je dis pas que les Sixers vont faire une mauvaise fin de saison, mais voilà, rien que cette semaine, là, on a eu Dallas hier, bon, il y a eu victoire, donc c'est très bien, mais là, il y a les Nets ce soir, il y a les Clippers vendredi, rien que cette semaine, elle pourrait définitivement faire la hiérarchie entre Brooklyn et Philadelphie. J'espère pas, mais je pense que c'est quelque chose qui peut arriver, et ce sera très dur de tenir face à cette armada de Brooklyn. Sachant que le calendrier n'est pas forcément évident non plus, hein. Il y a les Clippers, il y a 2 fois Milwaukee, comme les Nets qui avaient 2 fois Milwaukee à la suite, il me semble, à l'extérieur. 2 fois Atlanta qui est en forme aussi en ce moment, mais ça sera à domicile. Après, quand même, ça se calme. Il y a Miami, bon. Finir face à Orlando, par contre, c'est du pain béni, ça. 2 fois à domicile. Mais le calendrier est pas si dur, mais ça va se jouer, ça va être serré, je pense, entre Brooklyn et Philadelphie jusqu'à la fin. Mais allez, je vais écouter mon objectivité et oublier mon cœur de fan, et je vais laisser Brooklyn en 1 pour mettre les Sixers en 2. En 3 maintenant, ça c'est pas une surprise. Si j'ai déjà enlevé les Nets et les Sixers, les troisièmes,
c'est Milwaukee. Bah ouais, de toute façon, il suffit de regarder le classement à l'heure actuelle. Brooklyn et Philadelphie sont au sommet, juste un peu derrière. Allez, juste un peu quoi, ça doit être à 3 victoires derrière, on a les Bucks, et très 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 loin derrière, on a le groupe, donc le reste du groupe, donc forcément Milwaukee en 3, si on a mis les deux autres en 1 et 2, c'est une évidence, quoi qu'il arrive. Par contre, ouais, pour moi ils ont pris un trop gros retard sur ces deux équipes-là pour pouvoir remonter. Maintenant, comme on l'a vu, ils vont jouer 2 fois les Nets, 2 fois les Sixers, ces Bucks. S'ils gagnent ces 4 matchs, pourquoi pas remonter, mais gagner ces 4 matchs, ça me semble un peu compliqué, surtout qu'on a un Giannis qui a loupé pas mal de matchs cette fin de saison là, qui est quand même diminué. Il a des soucis au genou. Je pense que là, à Milwaukee, on va rien risquer. C'est acté, une place dans les 3 premiers à l'Est. Pourquoi forcer? De toute façon, ils l'ont vu les dernières années que finir premier de la conférence Est, ça n'assurait pas un titre, ça n'assurait même pas une finale de conférence. Donc, ils vont économiser Giannis, ils vont pas forcément tester à gagner ils vont pas vouloir gagner tous les matchs, pardon. Enfin, bien sûr qu'ils vont essayer, mais c'est pas leur objectif numéro 1. Je pense qu'en fin de saison, ça va rouler et ça va finir tranquillement en numéro 3. On va aller voir sur le calendrier. Ouais, après, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des grosses teams qui jouent, Phoenix, Philadelphie 2 fois, Brooklyn 2 fois, ce sera à domicile pour eux. Miami aussi. Après, il y a quand même quelques déplacements. San Antonio, qui pourrait avoir le couteau entre les dents. Atlanta aussi, 2 fois Atlanta. À voir, comme je disais, Milwaukee, ça va finir tranquille à la 3ème place. Pas besoin d'insister plus, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. À ma 4ème place, ça s'est joué entre 2 teams. J'ai pas mal hésité entre Miami et Atlanta, mais c'est Miami que j'ai choisi pour des raisons que je vais évoquer tout de suite. Pourtant, Atlanta est sacrément en forme. Mais Miami aussi. Comme l'an dernier, je trouve qu'ils ont fait de très bonnes affaires à la deadline. En faisant venir Oladipo, Bjelica, Ariza, c'est que des mecs qui peuvent être très utiles, qui sont expérimentés et qui peuvent vraiment rentrer dans le Pat Riley basketball, le Miami de basketball, avec un mec comme Jimmy Butler sur le terrain qui sera là pour véhiculer un petit peu cette ambiance et cet état d'esprit. Je trouve que c'est très positif. Finalement, celui sur lequel j'ai plus de doutes, c'est Oladipo, qui n'arrive pas à retrouver son niveau All-Star d'il y a quelques saisons, qui a l'air d'être encore blessé, mais peu importe, parce que même Bjelica et Ariza, je trouve que c'est 2 bons soldats qui feront énormément bien dans ce collectif. Et voilà, ça roule là, à l'approche des playoffs. J'ai l'impression que cette team retrouve un peu l'état d'esprit qui les a permis d'être finalistes l'année dernière. On sent que là, il y a l'odeur du sang qui arrive dans leurs narines. C'est le moment de tout donner. Et l'équipe est en forme, je pense que ça va durer. Je les vois bien passer devant les Hawks. Pas parce que ils sont en meilleure forme, car on en parlera juste après des Hawks, ils sont très en forme. Mais surtout parce qu'il y a plus d'expérience de la win, plus d'expérience des fins de saison, plus d'expérience des gros duels de playoff. Et ce qu'on voit, c'est que Phoenix, Denver, Minnesota, là pour commencer, ça va s'enchaîner pas mal pour Miami, Brooklyn aussi. Atlanta, ces matchs peuvent être intéressants face à Atlanta. Ils ont un calendrier qui n'est pas simple quand même, mais ils ont aussi de longues séries de matchs qui me paraissent accessibles, même si Chicago va arriver un peu mort de faim sur cette fin de saison. Ça peut être intéressant cette fin de saison de Miami quand même, mais j'y crois. Ils vont finir devant les Hawks, mais pas forcément de beaucoup. Enfin, ça peut peut-être se jouer à bilan égal aux confrontations entre eux. Non, je sais même pas. Ça va se jouer à 1 ou 2 victoires, mais allez, vous l'avez compris, ma 5ème place, je la donne aux Hawks. Vu que je viens d'en parler beaucoup après en avoir parlé de Miami. Bien sûr, c'est Hawks qui sont très en forme. Je me demande presque si Nate McMillan peut pas être coach of the year, vu comment il a repris cette équipe de main de maître là, depuis 20 matchs. C'est un peu fou ce qu'ils font. On a un Capella qui est inarrêtable. On a un Trae Young qui est pas forcément à son niveau individuel, qui est le meilleur depuis le début de sa carrière. Mais moi, je préfère largement voir ça quand tous les joueurs sont impliqués, quand tous les Hawks sont impliqués et surtout quand ça gagne. Donc bravo à cette équipe d'Atlanta. Ça coïncide de toute façon aussi, il y a l'arrivée de McMillan bien sûr, mais ça coïncide aussi au moment où on a un Bogdanovic, un Gallinari qui sont de retour en bonne santé. Tout va mieux un peu, il y a moins de pépins physiques parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessures en début de saison. Maintenant malheureusement on a Collins là qui est absent, qui s'est fait la cheville. Les nouvelles que j'ai entendues sont pas forcément très bonnes, donc il pourrait manquer encore pas mal de matchs. Donc attention à ça. Maintenant leur fin de calendrier,
Elle est assez compliquée. Elle est assez compliquée. Il y a du Milwaukee, il y a du Philadelphie 2 fois, il y a du Portland, il y a du Phoenix, il y a du Miami, il y a du New York. Ouais. C'est assez compliqué. Tout ça me laisse penser que bon, de toute façon, c'est déjà une très belle perf. Pour moi, de toute façon, pour les Hawks, arriver en playoff sans play-in, ça veut dire saison complètement réussie. Et ils étaient presque à 2 doigts, je pense, dans mon esprit. Peut-être qu'ils y arriveront en vrai, d'accéder même à l'avantage du terrain. Par contre, je les vois échouer de peu, donc je les vois à la 5e place. En 6 maintenant, on met les Celtics de Boston, qui ne sont pas au Texas. Donc les Celtics de Boston. Par où commencer? C'est une des vraies grosses déceptions de la saison, à mon sens. Je pensais que ça allait mieux marcher. Ils ont perdu Hayward, ok, l'été dernier, mais il avait manqué déjà pas mal de matchs sur blessure, et je me t'ai dit que c'est pas ce départ qui allait tout changer. Et pourtant, il y a quelque chose qui est cassé. Mais bon, attention là, parce que, je sais pas. Je me dis que ça peut pas durer éternellement comme ça. Je me dis que ils vont être là. Ça reste quand même les Celtics, avec des gars qui ont de l'expérience, un duo Tatum-Brown qui a déjà montré des choses ensemble. On a aussi un Marcus Smart qui a cette expérience, qui va se battre jusqu'au bout. Ils ont de gros soucis, ils ont de gros soucis au poste 5, ils ont de gros soucis parce qu'ils ont des creux des fois dans un match qui sont incroyables, mais ils peuvent aussi avoir des moments en haut où tout va bien, donc à mon avis ce sera rédhibitoire en playoff, mais pour cette fin de saison, allez, j'espère qu'Evan leur fera du bien. Je pense qu'il peut apporter cette étincelle au scoring qui manque parfois justement dans ces grands moments de creux. Voilà, à voir ce que ça donnera. Peut-être qu'il y a eu un déclic là l'autre jour contre les Nuggets, je leur souhaite. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait il y a tout sur le papier, il manque surtout de l'envie. Donc l'envie c'est à des gars comme Marcus Smart, à Evan Fournier d'apporter ça. Et je pense que ça pourrait leur permettre de sortir un peu de leur zone d'inconfort actuelle pour participer aux playoffs de façon assez juste sans passer par le play-in. Avec un calendrier restant qui est pas facile forcément, du Phoenix, du Brooklyn, Portland, bon Los Angeles je les compte pas pour l'instant, si ça avait été plus tard dans la saison pourquoi pas, Portland, Miami, qui est pas forcément facile mais quand même, je les vois finir 6ème, ça peut pas choquer comme ça les Celtics jusqu'au bout, et si là, l'approche des playoffs leur donne pas plus d'envie, c'est qu'il y aura vraiment un souci à régler, et c'est qu'il y a quelque chose dans la tête des joueurs qui ne va pas, mais là, ouais, c'est le moment ou jamais d'avoir de l'envie pour les Celtics et on les attend au tournant. En numéro 7, maintenant, une équipe que je n'aurais pas du tout imaginé. Ici, je vous mets les Hornets. Les Hornets qui, bon, malheureusement, actuellement, il y a LaMelo Ball et Gordon Hayward qui sont blessés. Donc voilà pourquoi je les vois pas non plus aller lutter pour essayer de choper, pourquoi pas, l'avantage du terrain. N'empêche que ça roule encore. On a un Miles Bridges qui finalement, j'ai été sévère avec lui, je sais, dans ma vidéo sur les tiers, mais il n'avait pas encore montré ce qu'il montre actuellement. Et je trouve qu'en fait, il prend bien le relais. On a une équipe qui fait preuve de combativité, qui joue avec sa jeunesse, son talent, sa fougue, qui a envie de gagner. Et je trouve que c'est une bonne surprise collectivement. Mais s'il y a un gars dont on parle pas assez cette saison, c'est Terry Rozier. Il fait sa meilleure saison en carrière pour moi. Je sais pas, je trouve qu'il fait tout sur le terrain, personne n'en parle. On parle beaucoup de LaMelo Ball, c'est normal qu'il y ait la hype sur lui, mais Terry Rozier, soir après soir, il est là, il marque ses points, il défend, il se bat, il hustle. Franchement, chapeau, j'y croyais pas trop à Rozier en tant que titulaire. Il lui a fallu une saison d'adaptation. Cette saison, il y arrive vraiment bien. Maintenant, attention aussi, comme d'autres équipes, est-ce qu'ils sont pas un peu en sur-régime actuellement? Je pense pas qu'ils tiendront à la place 6, comme je disais, là où ils sont actuellement. Par contre, voilà, cette place 7, elle me semble bien. Le calendrier, ça dit quoi? Le calendrier, ça dit du Brooklyn, du Boston, du Milwaukee. Ça reçoit pas mal pour les gros matchs. Le calendrier n'est pas non plus extraordinairement dur. Donc ouais, 7 c'est beau. 7 c'est beau et ça me convient. 8 maintenant. 8 ce sera pour les Knicks. Je sais qu'ils ont beaucoup de fans eux aussi. Et oui, je les vois bien au play-in. J'aurais aimé, je les aime bien ces Knicks. J'aurais aimé qu'ils se qualifient de façon sûre pour les playoffs, mais je ne les vois pas échapper au play-in. En fait, depuis le début de saison, j'ai l'impression qu'on se demande quand est-ce qu'ils vont craquer. Quand est-ce qu'ils vont craquer? Personne ne les voyait aussi haut en début de saison. Et pourtant, on a un Julius Randle qui est en mode franchise player. Ça tient, ils sont toujours là.
Pourtant, les money time sont souvent mal gérés, il y a souvent craquage dans les derniers moments. Et voilà, mais c'est souvent contre les gros ça, parce que les matchs contre les petits, ils sont très réguliers, ces Knicks. Quand ils sont favoris, ils gagnent. Tout le monde parle de Julius Randle, tout le monde parle de Tom Thibodeau. C'est vrai qu'ils font un travail monstre, mais il faut aussi parler et souligner des progrès de R.J. Barrett. Je trouve que lui aussi, il est sous-coté, c'est un sophomore qui fait du bon taf, qui au scoring est énorme. Qui est un super finisseur près du cercle, mais qui commence de plus en plus à mettre des shoots de loin. En ce moment, il est sur une grosse série là sur le shoot extérieur. Donc bravo à lui, et ça permet aux Knicks de rêver aux playoffs. Donc ça, c'est très cool. C'est très cool, surtout si tout le monde monte en puissance comme ça. Le calendrier des Knicks, on y passe. Le calendrier des Knicks, c'est comment? C'est pas trop mal. Bon, il va y avoir cette série très compliquée. Là j'espère pour eux que leur qualification au moins en play-in sera actée à ce moment-là, parce que si ça fait 4 défaites de suite dans le money time comme ils ont l'habitude de le faire contre les gros, ça risque de piquer un peu. Maintenant voilà, cette place 8, allez, un match ou deux ce serait bien, un match ou deux dans cette série de 5 là, je mets Memphis dedans, et le reste en assurant à peu près, comme ils savent le faire habituellement quand ils sont favoris. Il y aura droit à des petits accidents, comme Atlanta par exemple, enfin bon bref, je vais pas tout lister, je vais pas prévoir ça match après match, mais je pense que c'est bon. La place 8, je leur donne à New York. Et la place 9, je la file aux Pacers. C'est pas très beau, j'aurais dû prévoir plus d'espace ici. Les Pacers, Indiana me surprend aussi cette saison, mais contrairement aux Knicks ou aux Hornets, ils me surprennent pas dans le bien. Quoique dans le bien comme dans le mauvais en fait finalement. On a un Turner qui, je trouve, est considéré comme un super défenseur, mais qui pour moi est surtout un super contreur. Je trouve que c'est un mec assez naïf, qui saute sur beaucoup de feintes, qui est très bon, hein, qui a une envergure de fou, qui peut mettre des grosses bâches, mais qui en défense quand même fait preuve, il manque d'expérience ou de science basket, je trouve, dans ses placements, etc. C'est un peu tout pour le contre avec lui, et je trouve qu'il est un peu surcoté dans ce domaine. Maintenant, on a un Sabonis qui est là tous les soirs, qui fait ce qu'il fait, qui n'est pas un super défenseur, pas forcément, mais qui fait quand même le minimum, qui en attaque régulier, il fait ses chiffres. Ce qui me plaît, c'est qu'au niveau du playmaking, il fait des passes, il implique tout le monde, il prend aussi énormément de rebonds. C'est un super joueur, quoi. Il y a Brogdon aussi, qui est l'un des joueurs les plus intelligents de la ligue. Ça aussi, j'en parlais il y a pas longtemps. C'est un mec qui a un QI basket de fou, qui est un super meneur. Mais maintenant, je sais pas, c'est compliqué pour l'instant, les playoffs ne sont toujours pas assurés dans l'Indiana, parce que la saison, il y a eu des hauts et des bas tout le long, il y a eu cette blessure de TJ Warren, quand on voit la bulle qu'il a faite l'année dernière, forcément ça handicape, il y a eu, de toute façon, des pépins physiques, il y en a eu dans tous les sens, là actuellement c'est Sabonis et Brogdon qui manquent, j'espère qu'ils vont pas manquer trop longtemps, c'est chaud pour eux de lutter avec tous ces pépins physiques. Si en plus de ça, on rajoute les moves qu'il y a eu, si on rajoute le fait que Levert est arrivé, on lui a diagnostiqué un cancer, le pauvre, avec le départ d'Oladipo, enfin, il y a eu tellement de mouvements à Indiana que finalement, j'arrive à leur trouver de bonnes excuses pour pas être à la hauteur où je les attendais. Ça manque d'équilibre, ça manque de stabilité. Maintenant, peut-être que j'espère que ça va s'arrêter cette mauvaise série pour eux. Caris Levert que j'aime beaucoup, et puis bravo de s'être remis de de sa maladie, de son cancer. J'ai mis son maillot derrière en petite dédicace à lui. J'ai l'impression qu'il s'intègre de plus en plus, qu'il fait de meilleurs matchs, il fait sa place. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quand même trop peu de cohésion et de vécu collectif pour pouvoir faire une remontée fantastique pour les Pacers. Maintenant, accéder au play-in sur une 9ème place, je les en pense tout à fait capables. Surtout que le calendrier dit quoi? Le calendrier dit que ça va être dur. Qu'il y a les Clippers, qu'il y a le Jazz, qu'il y a Atlanta à l'extérieur. Il y a Brooklyn, Atlanta encore, Philadelphie, Milwaukee, Los Angeles, Toronto. C'est pas si dur. C'est pas si dur. Il y a de quoi finir 9ème. Il y a des gros matchs, mais c'est pas non plus le calendrier le plus ouf. Sans être le plus facile, c'est pas non plus le plus ouf de la NBA. Donc 9ème pour ces Pacers, c'est très bien. Et donc on finit par les 10e. Rassurez-vous les fans des Bulls. Des Bulls. Putain, comment je parle moi? Des Bulls, je ne vous ai pas oublié. Je vous mets justement ici. Et ces fans des Bulls, qui étaient tellement hypés avec l'arrivée de Vucevic, et je les comprends, hein. Wow, ça s'énerve dehors. Donc qui était tellement hypé avec l'arrivée de Vucevic, et il y a de quoi. Tout le monde voyait Chicago en playoff direct, sauf que c'est pas si simple, parce que il faut l'intégrer, Vucevic, et autant lui faisait ses stats.
en attendant que Lavine arrive. Quand Zach Lavine est revenu, lui s'est mis à faire ses stats. Hein. C'est bien de voir que l'arrivée de Vucevic n'a pas handicapé le potentiel offensif de Lavine, qui a marqué encore 50 points dernièrement. Sauf que les victoires ne tombent pas forcément, parce que c'est beau de mettre des gros noms, faut encore les apprendre à jouer ensemble. Les 50 points, c'était face aux Hawks de Lavine, il me semble. Enfin bon, bref, peu importe. Donc ouais, peu de wins, moins qu'attendu en tout cas. Je pense que sur cette fin de saison, il va falloir apprendre à jouer ensemble. Maintenant, cette équipe est bonne. Cette équipe est bonne. La maillot va prendre, je pense, même s'il faudra quelques semaines encore. Par contre, ils sont 10e aujourd'hui, je les vois finir 10e. Maintenant, petite montée en puissance en fin de saison, je pense. On va voir ce que le calendrier dit. Ouais, il est compliqué, hein. 2 fois Brooklyn, Milwaukee, Philadelphie, Milwaukee, Miami. Ouais, c'est chaud, hein. Donc ça va être des vrais tests pour les Bulls, tout ça. Ils finiront 10e, je pense, sans trop de retard par rapport à Indiana, mais ça va être très compliqué de passer devant eux. Donc voilà. Là, on a notre tableau pour les playoffs. Maintenant, il faut le conclure, parce qu'il nous manque quelqu'un ici, quelqu'un ici, quelqu'un ici et quelqu'un ici. Donc les play-ins, je sais pas si vous savez comment ça marchait. Si, j'imagine que vous savez comment ça marchait. Mais comment ça marche? C'est dur hein, de bien parler en live sans faire de faute de français. C'est plus pratique quand on écrit son texte. Bref, en tout cas, les play-ins, ce qui se passe, c'est que d'abord, il va y avoir un match entre 7 et 8 dans chaque conférence. Et le vainqueur de ce match se qualifie directement à la 7ème place. Donc les 7ème places, le spot 7, il est ici de chaque côté. Ensuite, le perdant de ce match aura une autre chance en jouant contre le gagnant du match 9 et 10. Et ce gagnant-là gagnera le spot 8. C'est assez simple. Donc voilà, pour moi, de toute façon, ce play-in one entre le 7 et le 8, je suis désolé, mais un Damian Lillard, un CJ McCollum, un Youssouf Nourkic, s'ils sont dans le même état que celui de la bulle, donc d'ailleurs ils vont pas là, parce que là c'est le perdant qui ira là, je ne vois pas comment ils passeraient pas, donc je fous Portland directement ici. Et là, à l'Est, pour ce match entre 7 et 8, et ben c'est là que les fans d'Enix vont être contents, parce que je crois en Enix. Je sais pas ce que ça donnera à Hayward et la Melo Ball d'ici la fin de la saison. Comme je disais, les Hornets sont un peu en sur-régime. Je pense que c'est bien pour Enix de tomber contre ces Hornets. Avec un Julius Randle qui va disputer ses playoffs et qui va tout donner, un Tom Thibodeau qui va faire une rotation à 7 joueurs comme on aime et qui va tirer sur la corde de tous ces gars, mais ça suffira pour battre les Hornets sur le play-in à mon avis, et voilà pourquoi je les mets en 7. Dommage, j'aurais presque préféré qu'ils soient en 8 pour affronter les Nets au premier tour, mais dans ma simulation pour l'instant ils seraient en 7. Du coup ça nous fait les Hornets qui ont une deuxième chance de se qualifier ici, et les Grizzlies qui ont une deuxième chance de se qualifier ici. Parce que chacune de ces teams va jouer contre le gagnant de ces deux matchs. Voilà, donc Warriors-Spurs, mon cœur aurait tendance à dire les Spurs, vraiment. Mais là, c'est dur parce que on a un Stephen Curry qui va arriver en mode bombardier. J'ai envie de dire qu'il va tout mettre. On va avoir un Draymond Green, je pense, qui va tout donner. À chaque fois que les playoffs arrivent, il multiplie son niveau par 3, il se transforme en Super Saiyan. Donc ouais, je pense que pour moi, ça fait victoire des Warriors qui vont du coup devoir affronter les Grizzlies pour obtenir ce spot-là. Et ici, j'ai trop hâte de voir, en vrai, un duel entre Bulls et Pacers. Parce que du Vucevic contre du Sabonis, du Lavine qui va assurer en attaque face à un Caris LeVert que j'adore. Vraiment là je pense qu'il y a de vraies oppositions, ça va être un match très serré qui est très dur à prévoir, mais j'ai envie de dire que sur le papier les Bulls sont meilleurs, ils vont être meilleurs en tout cas. Si Indiana n'a toujours pas cette bonne santé qu'on espère qu'ils aient depuis le début de la saison. En tout cas ouais, Vucevic-Lavine, je trouve que c'est un duo qui est très fort, qui va apprendre à jouer ensemble. Même s'il y a peut-être plus d'alchimie actuellement du côté d'Indiana, j'ai trop de mal à me décider. Mais ouais, allez, il faut faire des choix, on fait ça aussi au feeling. Donc voilà, je mets les Bulls ici. Maintenant la fin, on va la faire vite. Pour les mêmes raisons que je voyais les Warriors passer face aux Spurs, je vois aussi les Warriors battre les Grizzlies. Donc je mets les Warriors là-haut. Voilà, Ja Morant j'adore, Valanciunas j'adore, mais là on n'est pas dans la même cour quand on parle de playoff. Et quand on a Stephen Curry et Draymond Green, je pense que c'est très difficile à battre, même si sur un match, tout peut se faire. Mais voilà, je donne un spot aux Warriors ici. Et les Bulls face aux Hornets, comme je le disais, je trouve que les Hornets sont un peu en sur-régime, trop d'incertitudes au niveau de la santé. Même les Pacers, je pense que je les aurais fait battre les Hornets. Donc désolé pour Charlotte, mais pas de playoff pour vous. Ce sont bien les Bulls
que je vois choper ce spot et affronter Brooklyn dans une opposition qui pourrait être intéressante dès le premier tour. Donc voilà, j'ai déjà assez parlé, ça fait 3/4 d'heure, je pensais pas que je tiendrais aussi longtemps sur un live, j'ai plus du tout de salive, il va falloir que je boive un verre d'eau, mais ça vous vous en foutez. En tout cas, ben voilà, je reviens sur ma chaise derrière, on fait le débrief, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant, et vous me direz si on recommence plus tard, quoi. Voilà pour ce qui est de mes prédictions concernant le tableau des playoffs 2021, voilà pour ce qui est de mon deuxième Crystal Ball. Allez, on dit deuxième parce que celui de la NCAA ce sera le numéro 1. Bon, dites-moi honnêtement, est-ce que ça vous a plu le free flow en mode plus chill? Ou alors est-ce que vous préférez qu'on fasse une croix là-dessus et qu'on ne balance plus que des vidéos écrites, scriptées, travaillées? Quoi qu'il en soit, ne vous en faites pas, même si je devais faire plus de free flow à l'avenir, les vidéos écrites représenteront toujours la majorité de mon contenu. Bah ouais, parce que c'est ce que je sais faire et que c'est plutôt une valeur sûre, mais j'avais envie de changer un petit peu aujourd'hui et de voir ce que ça pouvait donner. Donc voilà, vu qu'on est en mode laboratoire, faites-le moi savoir si vous voulez d'autres vidéos dans ce style en me mettant un gros pouce bleu et un commentaire d'encouragement, j'en ai besoin. Bah ouais, ça fait toujours du bien d'être soutenu quand on se lance dans un nouveau truc. Sinon, vous le savez, pour avoir une vision complémentaire et différente de la NBA, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça prend place. Récemment, on a sorti une vidéo pour commémorer l'anniversaire du dernier match de Kobe. Franchement, allez checker ça. Moi, bosser là-dessus, ça m'a mis des frissons et tellement de nostalgie en vrai. Pour débattre avec la commu et suivre mes projets au quotidien, vous le savez, c'est encore et toujours sur Discord et sur Instagram que ça se passe. D'ailleurs, sur Insta, mais aussi Facebook et Twitter, le second tour a commencé dans mon tournoi des All-Time Teams et c'est bouillant. Du coup, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur ces réseaux pour apporter vos votes. Ouais, go permettre à votre team favorite d'aller le plus loin possible. En plus, cette semaine, il y a les Sixers qui jouent, ce serait dommage de louper ça. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Yes, c'est comme ça qu'on référence une vidéo, l'équipe. Et comme je vous le disais en intro, hein, si vous voulez participer à l'achat d'un prompteur ou d'un casque avec un meilleur micro qui pourrait être utile, n'hésitez surtout pas. Pour faire des dons, c'est sur Tipeee que ça se passe, et sachez-le, même les plus petits servent à avancer. Sans vous, la chaîne n'en serait clairement pas là. Alors merci énormément à tous ceux qui sont présents ou qui ont été présents. À très vite.